On dit que des peuples anciens construisaient des structures que même aujourd'hui, les experts ont encore du mal à expliquer. Des temples sculptés dans des montagnes entières, des villes dotées de systèmes hydrauliques sophistiqués et d'énormes blocs de pierre qui semblent impossibles à déplacer pour les gens de leur époque. La question est, comment ont-ils fait cela ? Et pourquoi certaines structures anciennes semblent-elles tellement avancées pour leur propre époque ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 sites anciens qui semblent avoir devancé leur époque de plusieurs milliers d'années dans l'histoire. Avant de commencer, merci de liker et de vous abonner à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Mohenjo-Daro au Pakistan. Mohenjo-Daro fait partie de l'ancienne civilisation de la vallée de l'Indus, située dans la région qui fait aujourd'hui partie du Pakistan. Selon les historiens et les études archéologiques, cette ville a été construite il y a plus de 4000 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, de nombreux experts sont encore émerveillés par le caractère avancé de sa conception pour leur époque. La construction de la ville n'était pas aléatoire. Les routes suivent un plan en quadrillage, mais ce qui est encore plus surprenant se trouve sous terre. Presque chaque maison est connectée au système de drainage. Des canaux en briques cuites existent, certaines canalisations d'égouts sont couvertes, et des ouvertures d'inspection permettent de nettoyer les déchets. En d'autres termes, ils n'ont pas seulement construit une ville, ils ont conçu une infrastructure sanitaire. D'après National Geographic et des chercheurs, certaines maisons possédaient ce qui pourrait être la première version de toilette à chasse d'eau dans l'Antiquité. Ce n'était pas seulement décoratif mais aussi fonctionnel. Le sol incliné permettait l'écoulement de l'eau avec des tuyaux en argile reliés au drainage souterrain. Et de nombreuses maisons avaient même des puits. À cette époque, alors que de nombreuses régions du monde n'avaient pas encore de système d'égout organisé. Mohenjo-Daro ressemblait à une ville en avance de plusieurs milliers d'années. Et ici, le mystère ne concerne pas seulement les infrastructures. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à déchiffrer entièrement l'écriture de la civilisation de la vallée de l'Indus. Vers 1900 avant notre ère, les principales villes de la civilisation de la vallée de l'Indus ont progressivement disparu. Les historiens ne sont toujours pas certains de la véritable raison. Il existe des théories concernant le changement climatique, modification du cours des rivières, sécheresse, possible effondrement économique ou migration de la population. Mais il n'y a pas de réponse unique acceptée par tous. Et pendant des milliers d'années, Mohenjo-Daro est restée ensevelie sous la terre jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte au XXe siècle, une cité perdue qui était bien en avance sur son temps. Le grand barrage de Marib au Yémen. Plus de 2000 ans avant la construction des barrages modernes, un royaume de la péninsule arabique avait déjà créé un système d'irrigation qui a fait vivre toute une région. Selon les archives historiques et les études des archéologues, il a été construit par l'ancien royaume de Saba ou de Sheba, une civilisation qui s'est enrichie grâce au commerce de l'encens, de la myrrhe et d'autres produits précieux sur les anciennes routes commerciales. Le problème dans la région à l'époque, c'était l'eau. Les pluies étaient irrégulières, le climat était chaud et il était difficile de soutenir une agriculture à grande échelle. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contrôlé les crues saisonnières à l'aide d'un immense barrage. Ce n'était pas simplement une barrière pour retenir l'eau. Il y avait des canaux d'irrigation intégrés, des déversoirs, des mécanismes de contrôle des inondations et un système pour diriger l'eau vers les champs agricoles. Grâce à cela, de vastes terres agricoles ont vu le jour au milieu d'un environnement aride. Selon les historiens, la production excédentaire de nourriture provenant de là a contribué à la richesse du royaume de Saba et à son importance en tant que centre commercial majeur dans l'ancien Moyen-Orient. Il existe même des liens avec les récits de la Bible hébraïque et du Coran concernant la reine de Saba. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le barrage a duré plus de 1000 ans. Il a été réparé et renforcé à plusieurs reprises par différentes générations. Et même sans la technologie moderne du béton ou le renforcement en acier, ils ont réussi à construire une structure qui a survécu aux conditions extrêmes du désert pendant de nombreux siècles. Finalement, vers le 6e siècle après JC, le barrage a subi d'importants dégâts. Selon certaines sources historiques islamiques, l'effondrement du système d'irrigation a été un coup dur pour la région et serait même lié à une migration massive des populations hors de la zone. Et jusqu'à aujourd'hui, le grand barrage de Marib reste un rappel que même dans le monde antique, certaines sociétés étaient capables de construire des infrastructures qui semblaient impossibles pour leur époque. Masuda, Iwafuni, Japon. Dans une partie tranquille du Japon, il y a un énorme rocher couché qui reste encore aujourd'hui une énigme pour les archéologues.
Ce n'est pas un temple célèbre, ce n'est pas non plus un château, et il n'y a pas d'histoire claire expliquant pourquoi il a été construit. On l'appelle Masuda, Iwafuni. On peut le voir dans la région d'Asuka, un endroit qui a été le centre du pouvoir du Japon ancien du 6e au 8e siècle. Asuka est connu pour ses anciennes tombes, ses temples et ses sculptures de pierre étranges. Mais parmi tout cela, Masuda, Iwafuni est l'un des plus bizarres. Selon les archéologues japonais, il n'a pas de ressemblance exacte avec les structures bouddhistes ou shintoïstes connues de cette époque. Ce n'est pas non plus conforme aux conceptions habituelles des tombes ou des fondations de palais dans le Japon ancien. Donc jusqu'à présent, ce ne sont que des théories. Il est possible qu'ils aient essayé de le déplacer à l'époque, mais comme il était trop lourd, ils l'ont simplement laissé sur le flanc de la montagne. Le mystère s'épaissit encore plus car rien n'est encore clair. D'où exactement ce granit a-t-il été extrait ? De nos jours, nous pouvons déplacer d'énormes pierres à l'aide de grues, de systèmes hydrauliques et d'équipements lourds. Mais dans le Japon ancien, comment l'ont-ils sculpté ? Comment l'ont-ils placé là ? Et surtout, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de réponse définitive jusqu'à présent ? Et tandis que des milliers de touristes visitent chaque année les sites historiques les plus célèbres d'Asuka, le Masuda Iwafune reste tranquillement allongé sur le flanc de la colline. C'est comme un message laissé autrefois par le monde ancien que nous ne pouvons pas encore lire. Nan Madol, Micronésie. Au milieu de l'immense océan Pacifique, il existe une ancienne cité qui semble impossible pour son époque. Elle n'a pas été construite sur une montagne, ni sur le continent. Elle a été construite directement sur le récif corallien. Voici Nan Madol en Micronésie. Quand tu la vois pour la première fois, on dirait que ce n'est pas fait par l'homme. De longs digues et d'énormes blocs de pierre volcaniques qui semblent impossibles à déplacer, empilés comme des troncs géants. Selon l'UNESCO et les recherches archéologiques, ce complexe est composé d'environ une centaine de petits îlots artificiels reliés entre eux par des canaux. C'est pourquoi on l'appelle parfois la Venise du Pacifique. Mais la vraie question n'est pas de savoir à quel point c'est beau. La question est que pour prendre le train, comment l'ont-ils construit ? Les pierres utilisées ici sont des colonnes de basalte. Ce sont de lourdes formations rocheuses volcaniques, naturellement en forme de colonnes. Certaines d'entre elles sont estimées à peser plusieurs tonnes chacune. Et selon les études, la plupart des pierres ne proviennent pas directement du site de construction. Elles ont dû être transportées depuis une autre partie de l'île. Selon les historiens, Nan Madol a été construit sous la dynastie Sodler, vers le XIIe siècle, et il est devenu le centre du pouvoir politique et religieux de la région pendant de nombreuses générations. Son conception est également unique. Il y a des canaux entre les structures en pierre, des murs surélevés, et certaines parties semblent réservées à l'élite dirigeante et aux cérémonies religieuses. Mais la réponse reste incomplète sur la façon exacte dont ces pierres très lourdes ont été transportées jusque-là. Selon les traditions orales de la culture locale, il existe une histoire sur deux frères dotés de pouvoirs surnaturels qui auraient fait voler les pierres jusqu'au site de construction. Bien sûr, cela n'est pas accepté comme une explication scientifique. Mais même les chercheurs modernes admettent qu'il est difficile d'expliquer la logistique du projet en utilisant uniquement la technologie simple de cette époque. Des théories évoquent l'utilisation de nattes de bambou, de rouleaux et de main-d'œuvre, mais aucune explication ne couvre tous les détails. Finalement, le pouvoir de la dynastie Sodlor s'est effondré, ils ont abandonné Nan Madol et peu à peu, la nature et la mer l'ont englouti. En 2016, l'UNESCO l'a ajouté à la liste du patrimoine mondial, mais il a également été immédiatement inscrit sur la liste des sites en danger en raison de la détérioration des structures et de la montée du niveau de la mer. Et jusqu'à aujourd'hui, Nan Madol reste l'un des exploits d'ingénierie les plus improbables du monde antique. Une ville sur la mer qui semble avoir été construite par une civilisation bien en avance sur son temps. Passons à un temple en Inde. Le temple de Kailasa, dans les grottes d'Ellora, l'un des exploits d'ingénierie les plus improbables du monde antique. Quand tu le vois d'en haut, c'est là que tu réalises à quel point c'est incroyable. Un énorme bloc de pierre a été creusé vers le bas, depuis la falaise jusqu'à ce que tout le temple apparaisse au milieu. C'est comme si un sculpteur géant avait simplement enlevé l'excès de pierre, jusqu'à ce qu'il ne reste que le design exact du bâtiment. Il y a de grandes statues. Il y a des sculptures détaillées de scènes tirées de la mythologie hindoue. Et le détail le plus important, c'est que tout provient d'un seul bloc de pierre. Selon les historiens et les études archéologiques, le temple est associé au roi Rashtrakuta Krishna Ier au 8e siècle après J.C. Mais jusqu'à présent, il y a encore un débat sur la durée réelle de sa construction.
Certaines estimations historiques suggèrent qu'il aurait pu être achevé en moins de 20 ans. Mais de nombreux ingénieurs en doutent. Car selon leur analyse, il fallait enlever énormément de pierres pour construire l'ensemble du complexe. Encore plus difficile, une seule excavation incorrecte pouvait détruire toute la structure. Si tu creuses trop au mauvais endroit, tu ne pourras plus remettre la pierre en place. Cela signifie qu'ils devaient déjà imaginer la forme finale du temple avant même de commencer à sculpter la montagne. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, de nombreux architectes et ingénieurs admirant le niveau de planification spatiale nécessaire pour réaliser cela. Il y en a même qui disent que même avec la technologie moderne, il serait encore compliqué de répéter exactement le même processus qu'à l'époque. Et ce n'est pas seulement la taille qui rend le temple Kailasa célèbre, il est aussi connu pour sa solidité. Il existe des histoires selon lesquelles, à l'époque de l'Empire moghol, les hommes de l'empereur Aurangzeb auraient tenté de le détruire. Mais même après des années de tentatives, l'effet a été minime. Concernant la structure, que toute l'histoire soit vraie ou non, une chose est claire. Plus de 1000 ans se sont écoulés. Il y a des artisans et des ingénieurs en Inde capables de transformer une montagne en œuvre d'art, les pierres de Baalbek, au Liban. Baalbek est célèbre pour son immense complexe de temples romains, en particulier le temple de Jupiter, mais le véritable mystère se trouve juste sous le temple. Sur la plateforme de fondation, on trouve ce qu'on appelle le Triliton. 3 énormes blocs de calcaire placés côte à côte avec une précision incroyable. Chacun de ces blocs de pierre est estimé peser des centaines de tonnes, et ils ne sont pas simplement posés là, ils sont parfaitement ajustés, presque sans aucun espace entre eux. De près, on dirait qu'ils ont été assemblés avec une précision industrielle. Selon les preuves archéologiques, les pierres ont été extraites d'une carrière située à quelques centaines de mètres du complexe du temple. Cela signifie qu'ils devaient encore transporter ces énormes pierres sur un terrain accidenté avant de pouvoir construire les fondations. Et c'est là que commence le mystère. Comment ? Il existe des théories concernant l'utilisation de rouleaux, de rampes, de cordes et de la force humaine. Il est possible qu'une combinaison de techniques d'ingénierie ait peu à peu disparu au fil du temps. Mais jusqu'à présent, il n'existe aucune explication universellement acceptée sur la façon dont des pierres aussi lourdes ont été placées à cet endroit en utilisant uniquement la technologie du monde antique. L'histoire a pris une tournure plus étrange après la découverte de pierres encore plus grandes dans la carrière. En 2014, selon les rapports archéologiques des chercheurs allemands et libanais, un autre énorme bloc de pierre a été découvert, dont le déplacement n'a pas été achevé. Celui-ci est encore plus lourd que ceux qui se trouvent dans les fondations. On dirait qu'ils voulaient utiliser une pierre encore plus grande, mais cela n'a pas eu lieu. On ignore pourquoi, peut-être était-elle trop lourde pour eux. Il est possible que le projet ait changé. Ou peut-être qu'il y a eu une crise politique ou économique à l'époque. Il y a aussi un débat pour savoir si la plateforme de fondation est une construction purement romaine ou si une civilisation plus ancienne l'avait déjà commencé avant l'arrivée des Romains. Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de réponse définitive. Mais une chose est sûre. Dans l'histoire de l'ingénierie, Baalbek est l'un des rappels les plus clairs qu'il existait des bâtisseurs anciens capables de réaliser des projets à une échelle difficile à comprendre même à l'époque moderne. Newgrange, Irlande. À première vue, cela ressemble juste à une grande colline. Mais à l'intérieur de ce gigantesque monticule se trouve un long passage en pierre qui mène directement à une chambre au centre. Et c'est ici que la partie surprenante entre en jeu. À chaque solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord, un rayon de soleil entre exactement par une petite ouverture au-dessus de l'entrée. La lumière passe par le passage étroit, et elle frappe directement la chambre intérieure. Cet alignement n'est pas dû au hasard. C'est tellement précis que l'effet exact ne se produit que pendant quelques minutes chaque année. Cela signifie que ceux qui ont construit Newgrange il y a plus de 5000 ans avaient déjà une compréhension profonde du mouvement du soleil et des cycles saisonniers. Selon les historiens et les archéologues, il est possible que le solstice d'hiver ait été important dans leurs croyances parce qu'il symbolisait le retour de la lumière après la période la plus sombre de l'année. Mais ce n'est pas seulement l'alignement astronomique qui rend Newgrange spécial. Jusqu'à aujourd'hui, sa chambre intérieure reste sèche. Plus de 5000 ans de pluie, de vent et de climat froid en Irlande. Pourtant, le toit en encorbellement de la structure reste solide, sans ciment, sans armature, en acier. Les pierres ont été soigneusement empilées et ajustées pour que l'eau s'écoule naturellement hors de la structure. C'est comme une ingénierie d'étanchéité ancienne.
Et tandis que les scientifiques continuent d'étudier Newgrange, une chose est claire. Ce n'est pas une simple société primitive qui l'a construit. C'est une civilisation capable de combiner l'astronomie, l'ingénierie et le design symbolique d'une manière qui reste impressionnante même à l'époque moderne. Les églises monolithiques de Lalibela, en Éthiopie. Dans les montagnes d'Éthiopie, il existe un endroit qui semble ne pas avoir été fait par l'homme. Ce sont les églises monolithiques de Lalibela. Quand on dit sculpter, cela ne veut pas simplement dire qu'on a ajouté des décorations en pierre. Cela signifie qu'ils ont creusé vers le bas dans la terre jusqu'à ce que l'église entière apparaisse. C'est comme l'opposé d'une construction normale. Au lieu de construire vers le haut, ils ont enlevé une énorme partie de la roche jusqu'à ce qu'il ne reste que la forme exacte des bâtiments. Tout cela à partir d'un seul bloc de pierre solide. Selon la tradition historique, les églises ont été construites à l'époque du roi Gebremeskel Lalibela de la dynastie Zagwe, entre le XIIe et le XIIIe siècle. On dit que son objectif était de créer une nouvelle Jérusalem dans les hauts plateaux éthiopiens après que le pèlerinage des chrétiens vers la véritable Jérusalem soit devenu difficile en raison des conflits dans la région à cette époque. C'est pourquoi de nombreuses parties du complexe sont symboliquement liées à la Terre Sainte. Mais aussi important que soit son symbolisme religieux, c'est l'ingénierie qui fascine vraiment les gens. Lorsque les explorateurs portugais sont arrivés en Éthiopie au XVIe siècle, ils ont rapporté que la construction des églises semblait presque surhumaine. Il existe même des traditions locales qui disent que des anges aidaient à la construction chaque nuit après que les gens ayant travaillé pendant la journée. Bien sûr, cela relève des croyances religieuses, pas d'une explication scientifique. Mais même si on enlève la légende, la réalité demeure. Il est très difficile d'expliquer comment une excavation aussi grande a pu être réalisée avec une telle précision. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Lalibela n'est pas une ruine abandonnée. Après près de 800 ans, cet endroit reste encore un lieu de culte toujours vivant. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des fidèles orthodoxes éthiopiens qui descendent chaque jour dans ces églises de pierre pour prier. À l'intérieur des bâtiments taillés directement dans la montagne par leurs ancêtres, Sigiriya, Sri Lanka. Au cœur de la jungle du Sri Lanka, il y a un immense rocher de granit qui s'élève soudainement du sol, comme une forteresse naturelle. Il fait presque 200 mètres de haut. Et au sommet de ce rocher, un roi y a autrefois construit son propre palais. Voici Sigiriya, l'un des complexes royaux les plus impressionnants de l'Asie ancienne. Selon les chroniques historiques sri-lankaises, comme le Mahabhamsa, le roi Kasyapa a accédé au pouvoir après avoir usurpé le trône à son propre père. Pendant ce temps, le véritable héritier légitime, Moggallana, s'est enfui vers le sud, et Kasyapa savait qu'un jour, son frère reviendrait pour reprendre le royaume. C'est pourquoi, au lieu de rester dans la capitale traditionnelle, il a choisi de transformer l'énorme rocher de Sigiriya en forteresse. Mais ce n'était pas simplement une cachette militaire. Il en a fait une cité royale très avancée. Au pied du rocher, ils ont créé des jardins conçus de façon géométrique avec des canaux, des bassins et des fontaines. Et c'est là que l'ingénierie devient impressionnante. Jusqu'à aujourd'hui, cela fonctionne encore. Certaines des anciennes fontaines de Sigiriya fonctionnent encore pendant la saison des pluies. Selon les archéologues, le système utilise des canaux d'eau souterrains et la pression naturelle provenant de l'élévation de l'eau, simplement la gravité et une conception hydraulique ingénieuse. Et cela a été construit il y a plus de 1500 ans. En montant sur le rocher, on pouvait voir autrefois une gigantesque porte en forme de lion. Une immense structure sculptée dans la roche par laquelle les visiteurs passaient avant d'atteindre le sommet. Aujourd'hui, il ne reste plus que les énormes pattes du lion. Il y a aussi ce qu'on appelle le mur miroir, un mur lisse qui était autrefois si poli que l'on disait que le roi pouvait voir son propre reflet en marchant. Et sur le côté du rocher, il y a encore des fresques de femmes ressemblant à des figures célestes, dont certaines restent claires même après des centaines d'années. Mais comme beaucoup d'anciens royaumes, le pouvoir de Kasyapa n'a pas non plus duré longtemps. Après avoir récupéré le trône, Sigiriya a été laissé comme monastère bouddhiste. Chandbaori, Inde. Dans la région désertique du Rajasthan en Inde, on trouve Chandbaori, l'un des puits à degrés les plus extraordinaires construits dans le monde antique. Lorsque vous regardez d'en haut, vous voyez immédiatement pourquoi il est célèbre. Des milliers de marches, des motifs géométriques répétitifs et un design presque parfaitement symétrique du haut jusqu'en bas.
Toute la structure descend profondément dans le sol pour atteindre la nappe phréatique dans l'une des régions les plus sèches de l'Inde. Son design est pratique et son architecture ingénieuse. En descendant dans le puits à degrés, la température devient plus fraîche. Selon les chercheurs, le fond est plus frais de quelques degrés par rapport au sommet. En d'autres termes, c'est comme un système de refroidissement naturel au milieu de la chaleur intense du désert. Et imagine la précision nécessaire pour construire cela. Des milliers de marches. Des dimensions uniformes, un alignement parfait et une géométrie constante du sommet jusqu'à la partie la plus profonde. Pas d'outils de mesure laser, pas de logiciel de CAE, pas de drone pour voir l'ensemble du design depuis le ciel. Les constructeurs de l'époque creusaient tendaient littéralement vers le bas, tout en essayant de maintenir exactement le motif de toute la structure. Et le plus étonnant, c'est qu'ils ne pouvaient pas voir l'effet visuel final dans son ensemble pendant qu'ils le construisaient, non. On ne peut voir toute la symétrie géométrique que lorsqu'on se tient au bord du puits à degrés et qu'on regarde vers le bas. Une perspective inaccessible aux ouvriers lors de la construction des niveaux inférieurs. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, de nombreux architectes et ingénieurs admirent la précision mathématique du Chand-Bawari. Plus de 1200 ans se sont écoulés depuis sa construction réussie. Les royaumes ont changé. Les empires se sont effondrés. Mais la disposition de chaque élément reste exacte, comme une géométrie figée venant du monde ancien.